Après ce premier exercice sur des entretiens filmés, nous allons faire un point pour récapituler et compléter les éléments nécessaires pour bien commencer un entretien de façon professionnelle. Bien commencer un entretien se prépare avant de rencontrer la personne interviewée. Au-delà de la nature des questions, il s'agit ici de se mettre en condition. L'objectif est de faire en sorte que l'entretien se passe bien, que l'entretien démarre bien de façon professionnelle dès le début. Il s'agit de se mettre dans des conditions confortables, moralement et physiquement, pour vous et votre interlocuteur. Nous parlerons de mise en scène, car plusieurs aspects sont à combiner pour que le moment que vous allez partager avec cette personne se passe bien pour tous, comme une histoire réussie. Les points que nous allons voir ne sont pas forcément exhaustifs et peuvent être reconsidérés. Ce qu'il s'agit de faire ici, c'est d'avoir une démarche réflexive, comme à différents moments de la recherche, comme nous l'avons vu plus haut et comme nous le verrons dans d'autres étapes. Avoir cette démarche réflexive, y compris sur des choses qui peuvent paraître banales ou évidentes. Croyez-moi, quand je vais vous dire qu'il faut respecter la politesse et saluer les gens, vous allez trouver cela évident. Et pourtant, combien de fois j'ai vu des chercheurs expérimentés ne même pas dire bonjour aux personnes qu'ils allaient voir. Et vous avez vu dans l'exercice précédent les chercheurs qui oubliaient de dire leur nom, qui oubliaient de faire une présentation, qui en disaient trop, ou qui disaient des choses pas compréhensibles par leur interlocuteur, en donnant le sigle de leur institut ou leur spécialité très pointue. Allons-y, suivez-moi pour un examen de ce qui pourra vous aider à mieux réussir l'entrée en scène. Vous aussi, vous êtes un acteur et vous devez vous préparer comme tel, comme un acteur professionnel des entretiens semi-directifs. Pour choisir son entrée en scène, il y a l'avant. Il faut se préparer et il faut réfléchir à plusieurs points. Comment on s'habille, quel matériel on emporte, comment on arrive et avec qui. Sur le comment on s'habille, comme pour beaucoup de points à mettre en œuvre, il n'y a pas de recette, mais des principes à ne pas oublier. Je ne vais pas vous dire, comme moi, porter un t-shirt ou une chemise à manches longues, un pantalon en toile, mais il faut penser à ce qui est pratique pour vous et convenable pour les autres. En tout cas, un pléonasme serait de dire qu'il faut avoir une tenue adaptée à vous et à votre interlocuteur. De façon caricaturale et humoristique, disons qu'il faut éviter le costume 3 pièces dans lequel on va transpirer à 35 degrés, ou au contraire la tenue débraillée, le short, les tongs. Donc trouver un équilibre où on n'est ni trop strict, ni trop négligé. En 2 mots, soyez simple en restant vous-même. Tâchez de ne pas choquer votre interlocuteur, mais sans en faire trop. Un Africain ou une Africaine comprend parfaitement qu'une Européenne vit, se déplace, travaille en pantalon, et il ne s'agit pas de vous déguiser, à vouloir absolument porter l'habit local et à vous retrouver dans des situations embarrassantes où, par exemple, le boubou va se coincer dans les rayons de votre mobilette. Ou vous n'allez pas arriver en bleu de travail chez un agriculteur français qui lui-même en porte un, mais dans des circonstances particulières, des circonstances où il a un travail salissant à faire. Il ne comprendrait pas que vous arriviez habillé comme ça. Donc ce pourrait, même dans certains cas, être non seulement mal perçu, mais choquant. L'une de nos collègues intervenant en Indonésie, par exemple, travaillait, allait à ses entretiens semi-directives en tenue européenne, et dans ses temps de vie au village, elle avait adopté une tenue locale très facile à porter, une espèce de jupe qui s'enroule autour de la taille, qui s'appelle un sarong.
Quel matériel on emporte? Donc d'un point de vue professionnel, il ne faut pas oublier ce qui est nécessaire, qui paraît évident, mais c'est idiot quand même d'arriver sans son cahier de notes, ses stylos. Après, ça se réfléchit. Est-ce qu'on emporte un magnétophone ou pas? Là-dessus, on peut en discourir un certain temps, mais en tout cas, si on a décidé de l'emporter, c'est bête de l'oublier, d'oublier ses piles, des choses comme ça, son appareil photo. Sur un point de vue personnel aussi, ne pas oublier de prendre de l'eau, la crème solaire ou au contraire le bonnet, le vêtement de pluie. Alors comment on arrive et avec qui? D'abord le moyen de transport. On n'a pas toujours le choix selon la logistique du projet, selon la topographie. Je vais vous donner plusieurs exemples. Mais en tout cas, il faut réfléchir à ce qui est possible et aux images qui sont véhiculées par votre moyen de transport. Au début de ma carrière, j'ai fait une étude de 6 mois au Népal, entre 800 mètres et 2000 mètres d'altitude. Donc avec des pentes importantes, tout le monde allait à pied, il n'y avait aucun véhicule. Donc là, pas de choix, j'allais à pied et aucune connotation. N'ayant pas le choix, il n'y avait pas de réflexion de la part des personnes pour se dire elle aurait pu venir comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, elle est à pied alors qu'elle pourrait avoir tel véhicule. Dans la campagne française, il est nécessaire de se déplacer avec une voiture. Si vous arrivez chez un agriculteur à pied, alors que vous venez de 5, 10 ou 15 km, il va vous prendre pour un randonneur, donc ça ne fait pas sérieux. Pour une étude qui s'est déroulée en 2010 dans des villages autour de Ségou au Mali, selon les fonctions des enquêteurs, donc sur une étude sur les traits fonctionnels des arbres pour savoir si l'agroforesterie peut être plus productive et plus respectueuse de l'environnement. Certains chercheurs sont localisés dans un village et se déplacent à pied dans ce village. D'autres ont des travaux à faire d'un village à l'autre. Et pour se déplacer d'un village à l'autre, a priori, on pourrait imaginer que pour faire 2 ou 5 km, une bicyclette pourrait suffire, mais il faut se rendre compte que le sol est extrêmement sableux et croyez-moi, parole de cycliste aguerri, c'est pas facile. Donc il leur faut au minimum une mobilette. En revanche, on peut se trouver dans des situations où il est nécessaire d'avoir un 4x4. Certains villages ne sont accessibles qu'en 4x4. Il faut l'assumer. En résumé, réfléchissez aux moyens de transport que vous allez utiliser et pensez aussi à l'image que les gens vont avoir sur vous par rapport au véhicule que vous allez utiliser en arrivant. Dans le comment on arrive et avec qui, on a vu le moyen de transport. Maintenant, voyons avec qui. Donc, voyons un petit peu ce que peut produire l'accompagnateur. Nous parlerons ici des personnes qui vous accompagnent, surtout en début d'études. Je ne vais pas parler du traducteur. Le traducteur, ça va faire l'objet d'un point à part dans notre enseignement. On y reviendra. Déjà, la personne avec qui vous partez, soit elle vous a été imposée, soit vous l'avez choisie. Dans le premier cas, rassurez-vous, la personne la moins bien indiquée, au-delà des inconvénients qu'elle peut procurer, a toujours des avantages. Donc, tirez parti de ces avantages. Ensuite, je n'ai jamais vu qu'on impose à un chercheur un accompagnateur pendant toute la durée de sa recherche. Ça serait soit trop coûteux pour l'institution qui voudrait faire cela, et ces accompagnateurs ont un métier ou autre chose à faire. Soit, si vous vous trouvez dans un cas comme celui-là, il faut peut-être renoncer à votre recherche à cet endroit-là. Donc, le temps que vous avez un accompagnateur, en général une journée ou une quinzaine de jours, prenez le temps de faire connaissance avec lui, de lui expliquer votre travail
et de lui montrer rapidement que vous pouvez être autonome pour acquérir cette liberté dont nous venons de parler. Posez-vous la question de l'image que lui-même véhicule. A-t-il un uniforme? Par exemple, dans le cas des agents des eaux et forêts, les agents des services vétérinaires. Est-il connu à l'endroit où il vous emmène? Jusqu'à quel point il est connu? Quel est son métier? A-t-il un engagement militant? Autant de questions qu'il faudra considérer pour mieux appréhender la situation d'entretien dans laquelle vous allez entrer. Certains rappels font office d'évidence, mais pourtant, j'ai vu des chercheurs qui entraient dans un champ sans dire bonjour à l'agriculteur qui était à côté de son champ et qui portaient beaucoup plus d'attention au maïs ou au sorgho qui était présent qu'à la personne qui s'occupait du champ. Un collègue qui manquait de savoir-vivre. Donc, utilisez votre savoir-vivre en l'adaptant aux règles locales. Toujours sans en faire trop et en restant soi-même. Ne devenez pas obséquieux et ne faites pas non plus de compassion. Quelques petits points. Avant d'arriver chez votre interlocuteur, coupez votre portable. Maintenant, vous n'oublierez pas de dire bonjour, sinon vous serez classé par les interlocuteurs et d'autres comme un goujat. N'oubliez pas d'adapter vos salutations aux usages locaux et d'ores et déjà, regardez en face votre interlocuteur pour établir cette relation de confiance que nous allons maintenir pendant tout l'entretien. Au-delà des mots, il faut aussi se renseigner sur les gestes et les relations d'échange entre personnes. Donc il y a certains pays où on serre la main pour se dire bonjour, comme en France, ne pas serrer la main à quelqu'un, c'est impoli. En revanche, en Inde, on ne touche pas quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas. À Madagascar, on ne touche pas la tête d'un enfant. C'est quelque chose qui est injurieux pour des raisons culturelles. En France, c'est une habitude que nous avons, qui est plus ou moins bien perçue par les parents ou par l'enfant, mais c'est plutôt de l'ordre du sympathique. Donc attention. Attention, mais en même temps, on a le droit à l'erreur. Il ne faut pas se crisper non plus. Les gens savent que vous êtes étranger, soit parce que vous venez d'un autre pays, soit parce que vous venez d'une autre région, soit parce que vous avez une autre culture. Vous venez de la ville d'à côté. Ce qui est important par rapport à ça, c'est d'être attentif, avant, pendant et après. On peut très bien vous dire après que vous avez fait une erreur, donc vous en tenez compte. Si c'est possible, vous vous excusez, parce que des fois vous pouvez être parti et ne plus vous excuser, mais si c'est possible, vous le faites, très important. Et surtout, ne recommencez pas cette erreur, parce que là on vous l'a dit, et refaire l'erreur, cette fois-là, ça serait injurier les gens. Je vais vous raconter une chose qui m'est arrivée pour pareil au début de ma carrière et où j'ai fait une erreur qui était une erreur importante pour les gens, mais ça ne m'a pas été attribué comme une injure dans la mesure où je ne savais pas. Donc une fillette, un pubère, passait l'arrière avec d'autres enfants dans un champ. Et elle m'a invitée à venir essayer. Or, moi, en tant que femme, je n'avais pas le droit de toucher l'arrière, pour des raisons qu'on retrouve dans différentes sociétés où les différents sangs ne se mélangent pas. Le sang de la femme qui est menstruée ne se mélange pas au sang de la terre. Bien sûr, je l'ai appris après. Donc, j'ai fait cette erreur, j'ai touché l'arrière. Mon traducteur m'a expliqué cette situation. Je suis allée m'excuser, simplement. Je n'ai pas eu à sacrifier une poule, ou voilà, simplement. Et je n'ai plus jamais retouché d'arrière pendant mon travail de recherche. Donc, on a le droit à l'erreur. Il faut les éviter au maximum. Il faut faire confiance aux gens
qui comprennent qu'on ne peut pas tout savoir. Maintenant, pour vous installer sur la scène de l'entretien, vous serez attentif à l'installation de tous les protagonistes, vous-même et votre interlocuteur. Ne vous négligez pas. Il n'est pas possible de prendre des notes pendant 1 heure debout. En général, nous, les chercheurs et autres personnes du genre, on a été habitués à être assis pour faire nos études notamment. Donc, on a besoin d'être un minimum assis sur une chaise, sur un tronc d'arbre, un petit tabouret. Donc, ne refusez pas cette proposition qui vous est faite quand on vous tend un siège. J'ai vu parfois des étudiants refuser pour ne pas déranger et finalement vous ne dérangez pas à ce moment-là. La personne aussi a des règles qu'elle s'impose à elle-même, des règles d'hospitalité, a aussi envie de vous faire plaisir. Donc à la fois vous suivez l'usage et en même temps vous vous mettez dans une situation de confort qui va vous permettre de vous concentrer, donc de mieux respecter votre interlocuteur et d'être dans cette écoute bienveillante que nous cherchons à installer, à maintenir du début à la fin de l'entretien. Pour exemple, souvenez-vous dans l'exercice précédent des images où nous avons vu le berger qui offrait les sièges. Il offrait une chaise à un jeune chercheur qui se trouvait plus haut que lui. Lui-même était sur un petit tronc de bois et il avait à côté de lui une jeune personne qui avait un tabouret. Et certes, les 2 jeunes personnes se trouvaient dans une position plus haute que lui, mais il n'y avait aucune attitude de supériorité qui n'aurait pas été bienvenue dans cette installation, car elle avait été offerte par le berger lui-même. Donc, ne négligez pas le confort de chacun et ne refusez pas l'installation qui serait a priori plus confortable que vous, mais qui vous est aussi nécessaire. Si vous êtes dans une situation où vous êtes plusieurs enquêteurs face à un seul interlocuteur, ne vous mettez pas un enquêteur d'un côté, un enquêteur de l'autre, car la personne, votre interlocuteur, se retrouverait comme un spectateur d'un match de tennis à faire et se retrouverait à la fois fatigué, moins concentré, et pour les 2 enquêteurs aussi, ce serait une situation où la concentration serait moins facile et l'écoute de même en serait abîmée. Pour pallier cet inconvénient, donc, mettez-vous en face de l'interlocuteur. Donc en face de façon souple, pas en randonnion. Et n'oubliez pas que le regard, donc le face-à-face, est un lien qui privilégie la relation, la mise en confiance. Le dernier point pour terminer cette leçon est sur la formulation des informations à faire passer. Et même si cela a été dit dans une prise de contact par téléphone, vous avez déjà dit ceci, ce qui va suivre. Donc, bien sûr, comme on l'a dit plusieurs fois, se présenter. Alors, se présenter, le plus important, c'est de donner son identité, son prénom et son nom. Plus que le statut, le sigle de son institution, on l'a déjà dit. C'est vous en tant que personne. On commence par ça. Et quand on est plusieurs enquêteurs pour voir une personne, il faut que chacun se présente. On ne présente pas la personne d'à côté. Donc, je suis Nicole Cibelet. L'autre, il est Pierre, il va dire je suis Pierre Durand. Je suis Henri Dupont. Et pas il est Pierre Durand. Pour que chacun se présente lui-même. Ensuite, le meneur de l'enquête ou de la partie d'enquête reprend la parole. Il explique sa présence ou celle du groupe. Il présente sa problématique simplement parce que trop d'informations tue de l'information. Vous l'avez vu dans les exercices 1, soit quand une personne était trop longue, soit quand une personne avait bien présenté et qu'une autre essayait de reformuler et finalement embrouiller la présentation.
Vous pourrez être amené dans d'autres temps de l'entretien à repréciser. Il se peut qu'il y ait une pause et où la personne interviewée vous demande mais finalement à quoi sert votre recherche? Et vous irez un petit peu plus loin. Ce qui est important d'annoncer, d'une façon simple aussi, n'en rajoutez pas, dire que les réponses que vous, la personne qui est en face, les réponses que vous, monsieur, vous, madame, allez me donner, vont rester anonymes. Je vais les garder pour moi, je vais les traiter avec les autres réponses des autres personnes que je vais aller voir, et c'est seulement l'analyse des données qui va s'appeler un résultat que je vais pouvoir diffuser, mais à aucun moment on ne pourra reconnaître une réponse qui vient d'une personne ou de l'autre. C'est le respect de l'anonymat et nous y tenons et c'est une base fondamentale dans notre façon de travailler. Annoncer la posture que vous demandez à l'interviewé. Alors ça, c'est à réfléchir. Donc à quel titre vous l'interviewez? À quel titre va-t-il répondre? Est-ce que vous allez le solliciter ou est-ce que lui-même va s'exprimer sur une de ses facettes, sur plusieurs de ses facettes, sur son métier, sur ses pratiques, sur son expertise, sur ses représentations? Donc facette d'agriculteur, facette de syndicaliste agricole, facette de technicien agricole, facette de citoyen, de politique. On peut avoir un agriculteur qui est maire, ou un agriculteur qui est conseiller général, ou un agriculteur qui est chef de village. Est-ce qu'il parle en tant que chef d'un lignage fondateur ou le représentant des migrants? Donc ça, à vous de le réfléchir en tout cas et de savoir où vous en êtes par rapport à ça, avant, pendant et après l'entretien.